Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du régime politique haïtien de 1843 à 1859. Ce sera l'objectif de présenter le régime politique haïtien de 1853 à 1859. Nous allons parler des caractéristiques du pouvoir de Boye. Restez à l'écoute. Ok, alors, on va voir également les antécédents de la révolution de 1843, les hommes de 1843, les opposants à Boye. Et je crois qu'on a déjà vu dans la leçon précédente le pouvoir de Boye, un pouvoir centralisé, un pouvoir autoritaire. Donc c'est déjà vu avec vous. Et on va dire que n'oubliez pas que Boye a passé 24 ans, 11 mois, 11 jours sur le pouvoir. Donc on va dire, bon, de façon, si on a arrondi, de façon générale, ça va donner 25 ans, mais pour être exact, c'est 24 ans, 11 mois, 11 jours. Boye. Donc Boye a vécu de 15 février 1776 à 9 juillet 1950, donc je crois qu'il est mort à 74 ans, Boye. Alors, les opposants à Boye, et l'opposition contre Boye trouve sa justification dans la nature autoritaire et rétrograde de son pouvoir. N'oubliez pas les caractéristiques du pouvoir de Boye. D'abord, le pouvoir de Boye, il est caractérisé par son absolutisme. Ok? Et par exemple, la liberté d'expression n'existait pas. N'oubliez pas que Boye a fait fusiller des journalistes qui voulaient, critiquer son gouvernement. Son pouvoir est également caractérisé par son centralisme administratif. Ok? Alors, lorsqu'on dit centralisme, donc, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Boye, entre les mains du président. Ok? Donc, les secrétaires d'État n'étaient que des agents d'exécution et le Parlement n'existait que dans la forme parce que Boye, il a tout centralisé en tant que dictateur. Son pouvoir est caractérisé également par son exclusivisme. C'est un gouvernement de famille. Par exemple, on va trouver dans le gouvernement de Boye les familles Bonnet, les familles Bojla. La famille Bonnet, la famille Bojla. Okay? Une minorité gouverne avec Boye, tandis que la majorité est exclue du pouvoir. Donc, un pouvoir exclusiviste, d'où le côté exclusiviste. Et pour terminer, donc, un pouvoir caractérisé par sa gérontocratie. Gérontocratie, c'est-à-dire la plupart des fonctionnaires de son pouvoir étaient des vieillards comme Ginac, Sabouin, etc. Je crois que c'est un problème de nos jours qui se pose dans l'administration publique. On va dire que les jeunes qui demandent à ce que les vieux prennent leur retraite pour qu'on puisse donner, on va dire, une chance aux jeunes. Okay? Des fois, les vieux, ils sont à bout de force. Il faut les remplacer, mais des fois, c'est fait exprès. Pour ne pas dire souvent, c'est fait exprès. Donc, on garde les vieux. Donc, ils veulent pas partir à la retraite. Et les jeunes ne peuvent pas trouver du travail. Les jeunes ne peuvent pas, on va dire, mettre leur connaissance au profit de leur pays. Ok, donc en gros, ça c'est les caractéristiques de son pouvoir, un pouvoir absolutiste, un pouvoir centralisé, on va dire un pouvoir exclusiviste et un pouvoir gérontocrate, donc la gérontocratie. Voilà. On va voir rapidement l'opposition populaire, et les opposants à Boye. Donc restez branchés, on revient.
L'opposition populaire, l'opposition parlementaire d'abord, ok, n'a pu atteindre l'objectif de réformer le gouvernement de Boye. Quand je dis opposition parlementaire, donc le Parlement, députés et sénateurs. Bien au contraire, les députés de l'opposition, par exemple Hérard Dumels et David Saint-Preux, sont chassés de la Chambre. Voyez? Dictature. Réélu par le peuple, Hérard Dumels est chassé à nouveau par la majorité gouvernementale. Donc, on nous dit que ce nouveau coup de force porte le peuple à entrer dans la lutte contre Boye. Et à partir de là, on va avoir l'opposition populaire, populaire du peuple. Donc, au début, il y a eu l'opposition parlementaire. Donc, les parlementaires qui étaient contre le pouvoir de Boye. Okay. Après, on va y avoir l'opposition populaire, l'opposition du peuple. Ainsi, le mouvement que mènent les parlementaires contre Boye a trouvé un soutien populaire au rang du peuple. OK? Dans le sud particulièrement, la population s'agite et est prête à se lancer à l'assaut du pouvoir de Boye. Okay, donc Boye on commençait le pouvoir de Boye, on va dire que les gens ils commençaient à en avoir marre de Boye, donc ils vont essayer, les gens et les parlementaires, le peuple, ils vont essayer de rejeter Boye. Okay. Voyons rapidement le paiement d'indemnité. Donc ça c'est l'histoire, je crois que la plupart d'entre vous le savent, le paiement de l'indemnité. Donc, lorsque Boye a payé la France pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Donc, le paiement de l'indemnité pour la reconnaissance de notre indépendance fait effondrer la population de Boye. Okay? On va dire environ, il y a certains documents qui disent c'était 150 millions, d'autres documents qui disent c'était 90 millions de francs au départ et ensuite cette indemnité a été réduite à 60 millions. Bref. Donc il fallait payer ça. Je crois qu'il y a certains documents qui disent en espace de 30 ans. Donc l'acceptation de l'ordonnance est condamnée par tous les Haïtiens, même ceux de la classe sociale de Boye. Donc une vague de mécontentement soulève le pays. Les complots se multiplient. Mais la conséquence la plus immédiate est d'ordre économique. OK? D'ordre économique. Parce que Boye va mettre à sec le trésor public pour payer l'indemnité de l'indépendance. La première tranche de l'indemnité est payée en mettant le trésor à sec, ce qui est plutôt, on va dire, bizarre. Donc, la première tranche, qu'est-ce que Boye a fait? Boye a emprunté de l'argent à la France pour payer la France. C'est absolument du n'importe quoi. Bref. Et pour se procurer de nouvelles ressources, Boye va augmenter les impôts. Et de ce fait, les conditions de vie des masses rurales se dégradent, ceux qui vivent à la campagne. C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'élaboration du Code rural de 1826. On en a déjà parlé, un Code rural. Okay. Donc, Boye va créer ce qu'on appelle le papier-monnaie, qui sera le cauchemar de tous les gouvernements haïtiens jusqu'en 1919. Okay. Donc, il y a même des historiens qui disent que l'acceptation on va dire, de payer cette indemnité, elle sera responsable de tous les maux que le pays allait connaître à l'avenir. OK, avec Boye. Voyons rapidement un petit peu ce qui en est du Code rural de 1826 de Boye. Le Code rural de 1826 de Boye est un ensemble de textes que Boye a réunis pour en faire un corps de loi cohérent. OK? Et on nous dit que c'est un ensemble de principes réglementant les rapports sociaux dans les campagnes entre propriétaires, fermiers et cultivateurs. Okay? Donc ce code régit de façon rigoureuse la vie des cultivateurs. Donc on nous dit que ce code il était d'une extrême sévérité. OK? Et dans le code rural de 1826, n'oubliez pas que ce code il a été élaboré, c'est dans le contexte du paiement d'indemnité, le fait que Boye a accepté l'indemnité là. OK. Voyons pour l'instant le mouvement libéral de 1843 avec la Constitution de 1843. On dit que cette constitution est l'œuvre des hommes de 1843 qui prenaient position contre le pouvoir autocratique du Boye. Okay.
Elle rejette le pouvoir de Boyer basé sur la constitution autoritaire de 1816. OK? On va voir maintenant les masses face au mouvement libéral. AKO et le piquetisme. Vous voyez, AKO, piquetisme, ce sont des luttes paysannes. Malheureusement, ces luttes paysannes, elles étaient utilisées par les politiciens. Hein. Rappelez-vous les piquets dans le sud, Kako dans le nord, un peu comme on fait de nos jours là. On utilise, on va dire, certaines personnes ou certains groupements politiques. Donc c'est juste dans le but, on va dire, de sauvegarder les intérêts de certains hommes politiques. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel bleu. Pour le piquetisme, on nous dit que c'est une manifestation de révolte des paysans contre le régime foncier en faveur du petit groupe, le piquetisme. Okay? Le piquetisme dans le sud. On va voir également le mouvement de Gauman en 1806 dans la Grandance. Gauman qui s'est soulevé avec les cultivateurs de la Grandance pour réclamer le partage des grandes propriétés caféières. Okay? On nous dit le mouvement Piquet en 1844. Mouvement Piquet en 1854, mouvement Gauman en 1806. Le mouvement Piquet en 1854 est une réaction à la gestion des hommes de 1853, incapable de satisfaire les revendications fondamentales du peuple. Donc, au nom des Piquets, qu'est-ce qu'il voulait? Il a réclamé, premièrement, sur le plan économique, la réforme agraire par une redistribution des terres sur le plan économique. Deuxièmement, sur le plan social, il a réclamé l'égalité, la justice sociale et le partage des terres. Et sur le plan politique, il a réclamé un noir à la présidence d'Haïti. OK? Moi, je vous dis par exemple, les piquets du Sud, Sanlav, par exemple, Sanlav, et il va utiliser les piquets du Sud pour renverser Gifford du pouvoir. Je vous dis, c'est lutte paysanne le plus souvent. Piquet, Kako, elles étaient, on va dire, à la disposition, elles étaient utilisées par les hommes politiques pour parvenir à leur fin. La réponse de la bourgeoisie au mouvement populaire. On va y avoir ce qu'on appelle le gouvernement de doublure. Qui dit doublure, double dit deux. Donc la bourgeoisie va récupérer le mouvement d'Akao. Elle va satisfaire, on va dire, une revendication. Un nom à la présidence. OK? C'est dans le cadre de cette politique que des vieillards ignorants comme Guerrier, comme Pierrot, comme Richer, ils ont été au pouvoir. Mais en réalité, c'est la bourgeoisie continue à gouverner le pays par l'intermédiaire de ces présidents-là. D'où il n'y a eu aucun changement de structure. D'où ce qu'on appelle le gouvernement de doublure. Okay, la bourgeoisie va dire, OK, pas de problème, on va mettre des noirs à la présidence. On va mettre par exemple Guerrier, Pierrot, Richer, etc. Mais en fait, au fond, c'est la bourgeoisie qui continuait à diriger. Donc, un gouvernement de doublure, un président qu'on voit, Guerrier, puis Richer, etc. Et un président qu'on ne voit pas, c'était la bourgeoisie qui dirigeait, plus ou moins. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je viens de passer rapidement en revue. Bon, c'est dans le livre, oui, tout je suis, c'est dans le livre. Pratiquement, j'ai tout pris dans le livre, sauf que bon, il a ajouté quelque chose. La prochaine fois, on va voir les principales caractéristiques de l'économie haïtienne au cours de la période de 1859-1915. On va voir les forces et les faiblesses de l'économie haïtienne pendant cette période. On verra également les tentatives de modernisation avec des présidents comme Gifford, comme Hippolyte, comme Antoine Simon. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.